Bonjour, aujourd'hui on reçoit Olivier, le créateur du jeu de deck building RAR. Ça ressemble à ceci. Juste un instant. Ça ressemble à ceci. On voit là, des tuiles et tout ça. Toi, c'est toi qui as fait les illustrations de ce jeu-là, Olivier? Non, c'est un artiste que j'ai engagé pour faire les illustrations vectorielles. OK. Puis est-ce que tu peux te présenter un peu d'où tu viens? Es-tu dans le milieu du jeu? Est-ce que tu es un concepteur depuis quelques années? Qu'est-ce que tu fais? Oui, ben bonjour, je m'appelle Olivier. J'ai travaillé dans les jeux vidéo depuis 2007 jusqu'à l'année passée en 2024 en tant que level, puis après ça, game designer. Ça m'a donné un bon background dans l'industrie, puis faire des jeux en général. Puis l'année passée, j'ai fait un programme d'entrepreneuriat en création de studios indépendants de jeux. En création de studios. Ouais, en tout cas. À l'UQAT. J'ai terminé le programme ce décembre. J'ai créé ma boîte Prochain Tour. Puis je travaille cette année sur mon premier projet, comme tu l'as nommé, RAR, le jeu de deck building. C'est une première tentative dans le monde du self-editing, d'être capable de publier moi-même, de socio-financer le jeu, puis de le release au Québec, au Canada, en Amérique du Nord. Puis c'est qui t'a inspiré ce beau projet? Euh, qui m'a inspiré ce projet? Je dirais plus le fait que j'ai observé l'état du socio-financement, les Kickstarter, etc. J'ai vu que c'était quand même quelque chose de possible. C'est sûr qu'on n'est plus dans la Golden Age en ce moment de juste arriver avec une idée puis les gens te donnent de l'argent. Il faut quasiment que tu arrives avec une démo finie pour qu'ensuite les gens se disent ouais, ok, je pourrais te backer. Donc, faut investir un peu plus de son propre budget pour mener le projet en avant. Euh, mais on est quand même dans un état où c'est possible. On a des gens passionnés qui veulent voir des nouveaux produits. Donc, moi, je me suis vraiment orienté dans une niche qui est un peu moins explorée. Il y a plein de deck building games. Il y Mhm. a plusieurs jeux qui ont le thème de dinosaures, mais l'union des deux, c'est quelque chose qui est un peu plus rare. Donc, j'espère pouvoir percer à ce niveau-là. Est-ce que tu as déjà joué à Magic the Gathering? Ouais. Ouais. T'es-tu un fan de ce jeu-là? Oui, donc peut-être que les auditeurs vont remarquer un certain thème avec moi, là, mais je suis retombé en amour avec les dinosaures depuis environ 2016, quand je travaillais chez Ludia sur la licence Jurassic World. On avait même commencé dans l'entreprise à jouer à l'édition Magic. Je pense que ça s'appelait Ixalan, Ixilan. C'était des Oui, dinosaures, des oui. vampires, des Cette éléphants. édition-là, ouais, ouais, ouais. Donc, évidemment, il fallait que je me fasse un deck rouge et vert avec plein de dinosaures, là, autant des gros lents que des Ouais, agressifs ouais. rapides qui tirent dessus. Ben du fun. Mais j'ai laissé ça derrière moi, là. Je suis un peu content d'être sorti du monde du TCG. OK. Fait que là, ton deck building, ça consiste en quoi le jeu? C'est du tour par tour? Puis là, pourquoi c'est 13 ans et plus? Oui, 13 ans plus, c'est simplement parce que, autant quand on cible des marchés nord-américains, mais particulièrement si jamais je voulais vendre en Europe, vendre au UK, en France pour l'anglais, le français, il y a des normes très strictes au niveau de la sécurité, de la toxicité des composantes. C'est-à-dire qu'un enfant pourrait mettre les trucs dans sa bouche, les avaler, etc. C'est des coûts qu'on doit cibler par pays. Donc, par département, il faut que tu envoies une copie du jeu pour qu'ils testent les encres, pour qu'ils testent toutes les composantes, chaque couleur, chaque matériau, pour confirmer, OK, ce jeu est bon pour les enfants, ils peuvent mettre ça dans leur bouche puis être correct. Donc, moi, je contourne ça en disant, ben, c'est un jeu qui a des dinosaures qui contient de la violence quand Mhm. même, etc. Donc, je vais cibler quand même un public un peu plus vieux. Et en même temps, ça me permet d'éviter toute cette batterie de tests-là que je devrais faire une fois par pays avec le jeu. Donc, c'est des coûts en amorce pour quelque chose que je finance moi-même comme premier projet. Ça me permet de sauver des milliers de dollars. Hmm. Ça, c'était pour la composante. Pourquoi c'est 13 ans et plus? Sinon, si je peux prendre quelques minutes pour parler du jeu en tant que tel. Oui, oui, ben oui. Donc, comme les deck building games en général, on dépense des ressources qui nous permettent d'acquérir des cartes
qui vont aller dans notre défausse. Éventuellement, on veut piocher des cartes, on n'en a plus, on brasse notre défausse, on fait un deck, on continue. C'est ce qui fait en sorte qu'on a une boucle de dépenser des ressources, acheter des cartes, les acquérir, puis éventuellement, on peut les jouer. Un peu comme dans Magic, on peut mettre en jeu des dinosaures. Et j'ai aussi un dodo, donc qui n'est pas un dinosaure, mais sinon la plupart des créatures, là, on est dans l'époque Cénozoïque, Jurassique, etc., où on met en jeu des dinosaures. Puis c'est une course au point de victoire. Donc les OK. différentes actions qu'on peut faire en jouant des dinosaures vont générer des points de victoire. La personne qui se rend présentement dans mon balancing, c'est à 30 points. On déclenche la fin de partie, on finit le tour, que tout le monde ait joué le même nombre de tours. On compare les points, on détermine qui a gagné. Tu veux, Hmm. je peux t'en dire plus ou je peux laisser ça comme ça? Je peux Mais non, parler moi, du ça narratif. m'intéresse. Je veux savoir, je veux en savoir un peu plus. Est-ce qu'il va y avoir comme des extensions? Comment ça va Parfait. fonctionner? Donc, au niveau narratif, dans le fond, j'y suis allé dans quelque chose qui me permet de justifier le fait que je couvre comme une plage de 50 à 100 millions d'années en même temps, OK. comme si le stégosaure pouvait côtoyer le tyrannosaure, sans faire nous sommes des humains qui avons trouvé des moustiques dans l'ambre puis qui Mhm. réanimons des dinosaures en 2025. Donc, les aliens ont quitté leur monde en déclin suite à des cataclysmes écologiques et la guerre. Ils ont fait un voyage aller simple il y a des centaines de millions d'années sur Terre. Là, OK. quand ils sont arrivés, ils se sont rendus compte qu'il y avait des créatures gigantesques qui n'étaient pas capables de vaincre par la force physique. Donc, ils ont dû utiliser leur pouvoir de contrôle mental. Et Oh. là, les différentes factions tentent de s'opposer pour être celle qui va réussir à dominer la Terre à OK. cette époque-là. Suite à cette ingérence et cette influence, c'est ce qui fait que nous, les humains, par la suite, quand on fait toute notre dating carbone 14 et toute la paléontologie, ben, on imagine que ces créatures-là étaient dans des moments différents, mais c'est en fait à cause de cette interférence extraterrestre qu'on a eu ces résultats-là. Ça me permet aussi de justifier le fait que tu puisses avoir, par exemple, des herbivores sur ton tableau quand tu as mis en jeu et des carnivores, puis que tes carnivores ne vont pas automatiquement manger tes créatures. C'est parce que tu exerces un contrôle mental sur les dinosaures pour dominer le terrain et vaincre tes adversaires. OK. Au niveau gameplay, donc, on met en jeu des créatures. J'ai trois thématiques, là, herbivore, omnivore, carnivore. C'est pas exactement un rush papier-ciseaux, mais je vais prendre quelques instants pour expliquer. Les herbivores font des points immédiatement quand ils rentrent en jeu. Puis s'ils restent vivants au début de ton tour, à chaque tour, tu génères des points supplémentaires. Donc, c'est quelque chose de slow and steady, mais on peut aussi faire des points instantanément. Les carnivores font pas de points ni en rentrant en jeu, ni en restant en jeu. En plus de ça, ils doivent se nourrir à chaque début de tour. Donc, tu as une phase de maintenance avant de jouer des cartes. Ils doivent manger quelque chose pour avoir le luxe de rester en jeu. Alors que les herbivores, ils mangent des plantes, c'est pas un problème. Par contre, si tes carnivores réussissent à manger des herbivores adverses, tu vas scorer un nombre de points égal à la taille de ta proie. Donc, si on pense à Magic, où est-ce qu'il y a comme une espèce d'échange de dégâts, là, c'est unidirectionnel. OK. Si moi j'attaque de 3, si tu as 3 et moins de taille, je te mange et c'est tout, toi tu me contre-attaques pas. OK. En Fait qu'il n'y a fait, aucun dommage qui fait qu'on fait à la créature. puis les herbivores n'ont même pas de valeur d'attaque. C'est purement des proies dans le jeu. Donc, ils ont une OK. valeur de taille. Quelle force ça prend pour me tuer? Cool. Est-ce que tu as égal ou supérieur? Tu peux me manger. Donc, les carnivores comme ça peuvent faire des points en mangeant. Puis les omnivores, ben, comme le nom l'indique, c'est un mix des deux. Donc, les omnivores, quand ils rentrent en jeu, il ne se passe rien. Mais après ça, à l'upkeep, au début, tu as le choix. Soit tu attaques, Mhm. donc tu es capable de te débarrasser, par exemple, des carnivores adverses. Tu es capable de te débarrasser des herbivores qui génèrent des points puis t'empêchent ton adversaire de faire des points. Ou tu es capable de dire, en fait, là, je vais picosser des graines, je vais manger des herbes parce que je suis omnivore, je vais faire des points. Donc, l'omnivore, il a le choix entre faire des points à chaque tour tant qu'il reste là, puis des fois, il peut décider, je vais attaquer, mais en échange, je ne fais pas de points ce tour-ci. OK. Donc, cette dynamique-là, c'est les outils que les joueurs vont utiliser pour faire des points. Donc, nécessairement, dans la boucle de jeu, il y a l'acquisition de dinosaures, on les met en jeu, on time les choses, on essaie par exemple que si tu veux que ton groupe d'herbivores génère des points, il faut que tu mettes aussi des carnivores ou des omnivores qui sont prêts à contre-attaquer pour pas que toi tu te fasses manger. Donc, Mhm. il y a toute cette boucle-là des interactions des créatures. Puis les cartes, est-ce que ça va être comme genre des tuiles comme on voit sur l'illustration ou ça va être des cartes standards comme
un jeu de Des cartes. cartes poker size. Dans le fond, la sell sheet que je t'ai montré qui a l'air des tuiles, c'était Ouais, plus pour l'aspect présentation, là. ok. Désolé si ça t'a induit en erreur au niveau des tuiles. Mais les composantes de jeu, vu que c'est mon premier projet, Ouais, j'essaie de ne pas avoir un scope, là, tu sais, un gros board game avec des pinoches de bois, ouais, des ouais. tuiles, des sprues de carton, des tokens. Fait que je me suis dit, je vais juste aller avec un jeu de cartes, une boîte, des instructions. Bing. On gère tout avec des cartes. Donc, c'est vraiment un deck de cartes poker size. Ça va être environ 300 cartes. On parle d'un jeu de 2 à 5 joueurs pour une durée d'environ 15 minutes par joueur. Donc, on est autour de 45 minutes à 1 heure et quart. Un jeu quand même assez stratégique. J'ai 10 cartes de départ par joueur, donc pour un Mhm, total de 50. J'ai une autre cinquantaine de cartes qui sont là. Si vous connaissez Dominion, Ascension, Hero Realm, Star Realm, il y a des cartes qui sont toujours là à chaque partie. Donc, j'ai le même principe. J'ai une cinquantaine de cartes, 5 piles de 10 qui sont toujours là à chaque partie quand on fait le setup. On a toujours accès à cette valeur sûre. Puis le reste, j'ai une rivière de cartes, donc comme Ascension, Star Realm, etc., où on a des cartes qu'on peut acheter dans un marché. Lorsque je prends cette carte-là, toi, tu ne peux pas l'avoir, on mhm. la remplace par une nouvelle de la pioche. Puis on continue. Est-ce Donc, que, c'est un. excuse-moi de te Oui, couper, est-ce que tu vas à des festivals proto pour présenter ton jeu? oui, mon premier a été en novembre au Protofest à Sainte-Julie. Ok. Je suis retourné cette année aussi au Protofest. J'ai aussi été présent au Grillon Givré, au Joudon, au Randolph à Laval, Ok. Centropolis. Donc, je fais plusieurs événements proto comme ça. Là, je suis rendu à l'étape où je fais des tests d'impression maison. Donc, c'est pas la meilleure qualité, là, mais tu sais, le fameux, tu mets des bouts de papier découpés dans des sleeves Mhm. avec des cartes rigides, puis ça te fait un aperçu du artwork. Ok. Euh, donc, ça, c'est l'étape où je suis rendu. J'essaie de faire environ la moitié des 300 cartes pour être capable de faire là, des démos vidéo, d'aller retourner dans les événements de proto, puis au lieu d'avoir des petites cartes faites à la main, au feutre, je vais avoir tu sais, le artwork, le bon visuel, etc. Je vais vraiment m'approcher, tendre vers le jeu tel qu'il va être, Ok. puis essayer de faire le dernier peaufinage avant la campagne Kickstarter cet automne. Puis au fil de tes rencontres, est-ce qu'il y a une belle réception? Est-ce que les gens sont enthousiastes par rapport à ton concept? Vu que c'était mon premier ProtoFest en novembre, tu sais, j'ai rencontré plein de game designers, j'ai rencontré plein de gamers, des gens qui étaient passionnés. J'ai quand même eu beaucoup de commentaires de t'es vraiment patient d'avoir fait à la main au feutre des cartes. En fait, ma première version était stylo bleu et carte blanche Ok. uniquement. Puis je l'ai refaite donc en décembre pour le deuxième proto. Dans ma narration, il faut que j'aie ma chronologie correctement. Là, au début, c'était tout au stylo en novembre. En décembre, j'ai refait ça avec un code couleur, avec des feutres. Fait que là, quand je suis retourné au prochain ProtoFest et à mes événements au Grillon, le Joudon, etc., j'avais mes cartes avec des codes couleurs. Donc, s'il y avait une bien meilleure lisibilité Ok. à distance Mhm. et dans tes mains. Fait que j'avais eu des bons commentaires de ce côté-là. J'ai fait des améliorations. Là, je travaille dessus depuis le mois d'août 2024. Et ces événements-là sont vraiment très riches en feedback. C'est vraiment une bonne source d'inspiration. Ça permet de intensément jouer au jeu, ramasser du feedback et améliorer le produit. Donc vraiment, la différence entre ce que j'avais en novembre puis jusqu'à environ avril, le jeu a quand même bien progressé, évolué. Là, on est plus dans le peaufinage. Donc, il y a un aspect de la présentation de l'information, mais quelle information je présente, ça, c'est déjà déterminé. Tu sais. Fait que c'est vraiment peaufiner le layout, le design. Hmm. Puis éventuellement, est-ce que tu as pensé une version numérique de ce jeu-là? La version numérique, ça implique un budget qui est au-delà de ce que j'ai prévu pour le jeu de société. Comme tu le sais sûrement, là, produire un jeu vidéo, ça demande artistes, programmeurs, il y a de la gestion de projet. C'est beaucoup de salaire à couvrir pour une période de temps qui, bon, en général, pour un jeu, ça peut être des années. Pour quelque chose de simple comme une adaptation de jeu de société, on peut parler de quelques mois. Fait que ça serait quand même un budget de plusieurs dizaines de milliers à des centaines de milliers pour faire une adaptation jeu vidéo. Je ne sais même pas si je serais ce qu'on appelle break-even. Là. Mettons, je dépense 100 000 pour faire le jeu. Est-ce que je suis capable de faire 100 000 avec le jeu vidéo pour juste le rembourser?
Donc ça, c'est le genre de risque que dans ma position actuelle, je suis pas prêt à prendre. À savoir que j'ai retiré des placements pour financer mon projet de jeu de société. Donc, T'es je courageux prends de faire ça, là. Ouais, ben, je suis quand même dans une position qui me permet de le faire, là. Je prendrais pas ce risque-là si c'était ma santé, mon équilibre qui serait en jeu, là. Donc, je peux prendre ce risque-là dans ma vie, mais je peux certainement pas payer 100 000 pour faire un jeu vidéo puis en croisant les doigts que ça va réussir. Mhm. Donc, à cause de l'aspect vraiment budget, même si j'ai des amis, j'ai des gens qui seraient prêts à faire des choses bénévolement, en mode je suis un nouvel entrepreneur, je crée une entreprise, je suis pas du genre à vouloir faire ce degré d'exploitation-là. Moi, je veux que les gens soient rémunérés correctement lorsqu'on travaille ensemble. Donc, pour le moment, je ne suis pas en mesure de financer un tel projet. Si OK. jamais le jeu de société levait tellement, là, on parle des succès monstres là, comme, je sais pas, Wingspan ou des gros jeux qui ont eu des tirages dans les centaines de milliers, ben, là, on serait dans un genre de situation où OK, ça m'a généré au-delà de mes besoins. J'ai non seulement remboursé le projet, mais j'ai de l'argent de côté que je pourrais réinvestir. Ben là, on pourrait parler d'une adaptation jeu vidéo éventuellement. Moi, mon but pour mon premier projet, c'est simplement de break-even en ayant de mon côté travaillé bénévolement. Fait que je me paye mon artiste, je me paye la publicité, l'hébergement, les logiciels, le site web, toutes ces choses-là. Mhm. Je paye évidemment la production et le shipping du jeu et le last mile shipping, donc envoyer ça à tous les backers. Si je suis capable d'avoir autant d'argent que ce que ça coûte, puis d'être kiff-kiff, ça, c'est mon degré de réussite pour le moment. Tout ce qui dépasse ça, ben, c'est bienvenu, évidemment. Puis ça va peut-être permettre même de me rémunérer moi-même. Puis j'ai déjà en tête le prochain jeu si cette aventure-là va bien de mon Puis côté. ton objectif de sociofinancement, c'est quoi? Ça va couvrir les frais de production, c'est ça? Oui, donc on parle autant des frais de production que les frais que j'ai déjà encourus, comme je mentionnais, là, en sortant des placements. Donc on parle quand même de logiciels, de payer un artiste pour faire du art avant même que le jeu sorte. Donc c'est sûr que, par exemple, imagine que la campagne Kickstarter échoue. Ben là, ça a été juste une dépense nette d'argent pour de OK. l'hébergement web, pour faire le Kickstarter, pour payer l'artiste sur les cartes. Puis là, j'ai pas d'argent qui rentre. Donc, pour répondre à ta question, on fait pas juste payer la production du jeu, on paye aussi idéalement tous les coûts que j'ai euh, engagés en amont avant que le Kickstarter lance. Mhm. Donc, on parle de 50 000 US. OK. Ça va me permettre de faire une quantité minimale d'impressions, puis de les envoyer, puis de les distribuer. Combien d'exemplaires? 2000. Ah, c'est bon. Fait que 2000 à 25 000. tu vas percer dans le marché nord-américain puis canadien. C'est ça ton Oui, objectif? mon objectif, donc en anglais, en français. Présentement, mon prototype, c'est assez spécial, mais il est en français. OK. C'est sûr qu'éventuellement, il va falloir faire la version anglo si je veux aller chercher beaucoup plus loin en Amérique du Nord. Mais oui, c'est ça. Et puis donc, ça m'ouvre les portes aussi à d'autres endroits dans le monde où ils sont prêts à jouer à des jeux en anglais et en français. Donc, c'est surprenant, mais il y a même des endroits en Chine où ils jouent à des jeux anglophones. Donc, tu n'as pas besoin de localiser dans les deux langues pour que ça joue en Chine, par exemple. Il pourrait jouer en anglais. Même chose avec France, tout le Royaume-Uni, etc. Ben, c'est gratis, là, la Belgique francophone. Donc, il y a quand même, juste en mettant ces deux langues-là comme produit que Mhm. j'imprime, je suis capable de couvrir un certain marché. Donc, si il y a des gens qui backent puis qui sont prêts à payer le shipping pour aller de l'autre bord de l'océan, ben, ça va me faire plaisir, c'est certain. Ah, cool. Ben, je te souhaite bonne chance dans ton projet. Puis, ceux qui sont intéressés aux dinosaures, ben, vous allez pouvoir tester ça prochainement. Ce jeu-là, il va être bientôt sur le marché, c'est ça? Oui, la campagne Kickstarter arrive cet automne 2025.